Le capital santé, un capital à préserver à tous les coups. Vous êtes sur Vision Channel Africa, bienvenue sur Santé Mag. Dans le cadre de notre émission d'aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons une fois de plus chez notre consultant, parce que désormais il est. Nous sommes chez le docteur Gianluca Rosso qui a bien accepté de recevoir l'équipe de Vision Channel Africa dans sa demeure. Et aujourd'hui, nous allons parler des maladies de l'eau. Docteur, bonjour. Bonjour. Voilà, nous sommes ravis une fois de plus de vous avoir comme invité dans le cadre de notre émission. Et aujourd'hui, nous voulons parler des maladies de l'eau. On entend souvent dans les radios, on regarde souvent à la télévision, dans les journaux et tout. C'est quoi les maladies de l'eau? Alors, les maladies de l'eau, en fait, même au niveau de santé publique, ce n'est pas encore bien clarifié. Quand on dit maladie de l'eau, il peut y avoir des maladies où l'eau contaminée est vecteur de maladies. Donc, voilà, on parle de ce qu'on dit en anglais waterborne disease. Ou bien encore, il y a des maladies qui sont liées à l'eau. C'est-à-dire qu'il y a, par exemple, des maladies telles que le paludisme. Le paludisme, la telles dernière fois, que les arboviroses en général. Bon, sont des maladies qui ont besoin d'un vecteur, qui ont besoin d'un environnement humide, donc il a besoin de l'eau pour se développer. Ou bien il y en a encore d'autres, telles que la schistosomiase, par exemple, la bilharziose. C'est surtout quand cliniquement on urine du sang, souvent ça arrive, par des schistosomiases. Et bon, la schistosomiase a un passage de son cycle qui se passe dans certains hôtes intermédiaires, escargots qui se retrouvent dans l'eau. Donc l'acception en général des maladies liées à l'eau est un peu large. Mais en général, ça concerne surtout les maladies où l'eau est un vecteur de maladie. Donc l'eau contaminée par des selles humaines, mais même des animaux. Donc, et qui peuvent être données, donner des contaminations et donc des infections par des bactéries, des virus, des parasites et qui donnent la maladie diarrhéique. Et pas seulement, moi je pense, j'ai regardé un documentaire dernièrement qui était allé jusqu'à fouiller, on parlait de contamination radioactive au Congo notamment. Ah bon, dans un village. Ça c'était pour ce qui concerne les maladies infectieuses. Infectieuses, ok. Mais là on parle d'une contamination biologique. Par contre, il y a d'autres genres de contamination, des contaminations chimiques, des contaminations radionucléaires, radioactives. Et là, ils existent, il y a des maladies liées aussi à ça, mais qui sont moins contrôlées en général, mais qui ont un impact inférieur en termes de visibilité clinique. Parce que certaines maladies liées à la consommation, par exemple, d'eau riche en aluminium ou bien d'autres minéraux, qui ne sont excédés certains seuils, ça donne de la toxicité. Ne donne pas nécessairement une toxicité aiguë, mais ça donne des toxicités chroniques, donc des choses qu'on peut voir dans le temps. En revenant donc sur les maladies de l'eau qui ont des causes biologiques, étant donné que les infrastructures là-bas, généralement, puisqu'on est concentré en Afrique, on est sous les tropiques. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui y vivent? Comment les contrôler? Comment pouvoir venir à bout de ces maladies lorsqu'on se retrouve déjà dans une zone, par exemple, de haute infection? Alors, la question, c'est globalement, il faut tout d'abord se rappeler que l'eau, c'est la vie. Mais quand on dit l'eau, c'est la vie, ce n'est pas un mot jeté là comme ça. Presque les 70% de notre corps est formé par de l'eau. Notre corps qu'on touche, qu'on pense être solide, 3 dimensions, etc., c'est de l'eau pour 70%. Et nous vivons dans une terre où les 97% de la surface est couverte par l'eau. Le problème, c'est que ces 97%, c'est surtout de l'eau salée par l'océan. Donc, pardon, les 70% est lié, dont les 97% est océan. Donc, on a plus de 2 tiers de la Terre qui est faite par de l'eau. Et les 97% de ces 2 tiers est eau salée. Donc, il ne reste qu'un 3%
qui est de l'eau qu'on peut utiliser même pour la consommation humaine, agriculture, industrie, etc. Et c'est en ce moment-là qu'on parle d'eau comme une denrée rare. Voilà, voilà. Et c'est tout ça d'abord, c'est pour dire, revenir à quoi? Il faut qu'on soit d'accord que l'eau, c'est fondamental. Que l'eau à boire, l'eau améliorée, est fondamentale. Une fois qu'une communauté accepte cela, il faut qu'elle comprenne donc qu'il faut la préserver. OK? Parce que c'est un bien commun. Une fois fait cela, il faut voir le reste des conditions qui sont associées aux maladies liées à l'eau. Et c'est quoi? C'est le manque d'hygiène. Vous savez, le manque de sanitation, disent les Anglais, l'amélioration de l'assainissement. L'assainissement. Mais j'ai dit tout simplement aussi l'utilisation des latrines. Tout simplement. Mais pas seulement l'avoir, mais savoir où les avoir. Où la mettre, comment l'utiliser et qu'est-ce qu'il faut associer pour améliorer l'hygiène liée au fait que là, c'est un endroit où on produit des sels, donc qui sont contaminés en général. Il y a des situations où on fait des puits, on creuse des puits qui ne sont pas loin des latrines. Ce n'est pas possible cela parce qu'après, la latrine va contaminer la source d'eau. Et c'est comme ça que la communauté après va souffrir. Donc il faut déjà des choses de savoir que ce n'est pas quelque chose qui concerne moi seul, mais c'est quelque chose qui concerne tout le monde. Il faut aussi savoir que presque dans les pays à ressources limitées, seulement le 20% des structures de santé ont des sources d'eau améliorées. Donc on part à l'hôpital, entre guillemets, on part dans la structure de santé, mais là on ne trouve pas de conditions hygiéniques qui puissent permettre de nous préserver notre santé. Donc là, il faut un raisonnement un peu complexe qui part toujours des raisonnements des faits, le fait que l'eau est vitale, mais le fait aussi que l'eau peut être un véhicule de maladies. Des maladies qui peuvent être létales, parce que la banale diarrhée, c'est qu'on pourrait dire banal, ce n'est pas trop banal chez les enfants. En effet, c'est parce que la mortalité liée aux maladies diarrhéiques, c'est encore élevé chez les enfants de moins de 5 ans. Mais beaucoup, dans ce sens, a été fait au niveau international. Et si on regarde les données du WHO, de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui dernièrement a repris les données sur l'année 2000 en comparant l'année 2000 et l'année 2015. Donc 2 ans, à distance de 15 ans. Et alors on voit que les maladies diarrhéiques restent la 3e cause de mort chez les enfants de moins de 5 ans. Mais la prévalence, c'est-à-dire le nombre de cas par rapport à la population, a baissé beaucoup, de manière très significative. Ceci chez les enfants de moins de 5 ans, mais pas dans la population générale. Cela veut dire quoi? Que sur les enfants, on a déjà posé l'accent, on fait plus d'attention sur les normes hygiéniques et sur la prise en charge. Chez les adultes, c'est encore un peu plus compliqué. Ceci revient donc à un problème de prise de conscience, parce qu'on se rend compte que parfois on arrive dans des contrées où il y a par exemple des bacs qui sont faits pour des endroits qui ont été aménagés pour les ordures, mais on voit des gens qui laissent des ordures couler dans le torrent, par exemple. Ça, ce sont des pratiques à bannir complètement dans nos communautés. Nous rappelons à vous, très chers téléspectateurs, que vous êtes sur Vision Channel Africa, vous regardez votre magazine de santé, Santé Mag, et nous tendons vers la fin de cette édition. Nous sommes avec le docteur Gianluca Russo, et aujourd'hui, nous parlons des maladies de l'eau. Pour donc terminer cet entretien, un dernier mot pour terminer, docteur? Il y a un problème toujours lié à l'eau, mais on ne pense pas à l'eau normalement quand on parle de ça, mais les hépatites. Les hépatites virales A et E sont 2 formes d'hépatite qui touchent beaucoup les pays à ressources limitées et dont la transmission peut être véhiculée par l'eau. Le problème, c'est que pour le diagnostic, c'est un diagnostic virologique. Donc, c'est un diagnostic qui demande des laboratoires bien capable. Mais c'est quelque chose, je vous donne juste une donnée. L'hépatite E. L'hépatite E, plus ou moins, ça semble que c'est estimé qu'il y a 3 millions de cas chaque année déclarés. De ces 3 millions de cas, on pense qu'en fait, ces 3 millions de cas cliniquement actifs représentent un réservoir de 20 millions d'infectés par an. Donc c'est pour dire que ça circule. Ça circule énormément. Ça circule énormément.
Mais après, on n'a pas les capacités diagnostiques pour faire les diagnostics et les recherches. Dernièrement, l'hépatite E au Niger, dans la zone de Difa, là où il y a une zone un peu martyriée pour la question de sécurité, Boko Haram, etc., etc. Vous connaissez, c'est à la limite avec le Nigeria. Et là-bas, il y a eu un foyer d'hépatite E dernièrement qui a été reconnu. Et c'est très important de reconnaître cette forme d'hépatite chez les femmes enceintes. Parce que le virus de l'hépatite E, c'est le seul qui est capable d'arriver au foie du fœtus en lui donnant une hépatite déjà à la naissance. Fétale, et qui peut être létale. Mais aussi, il y a un risque de 15-25% d'avoir une hépatite fulminante si on attrape la maladie en grossesse au 3e trimestre. Donc, vous voyez, l'endroit là où on a, en termes, sur la base de la population, le nombre plus élevé de femmes enceintes, c'est l'Afrique, par rapport à la population, en général. Donc, déjà commencer à comprendre la nécessité de monitorer l'hépatite E, c'est quelque chose qui devrait entrer dans la tête des decision makers, de ceux qui décident les politiques de santé. Ainsi que, comme la dernière fois on a parlé du paludisme, le monitorage de la résistance, l'activité donc de surveillance sur la résistance aux antipalustres qui on donne comme traitement intermittent preventive treatment, traitement intermittent préventif lors de la grossesse, parce que ça semble que des résistances arrivent. Mais si on ne fait pas une activité de surveillance sur le terrain, alors là, on ne peut pas. On ne peut pas savoir exactement de quoi il est question. La surveillance sur la question de la maladie liée à l'eau, c'est fondamental, mais ça part de la communauté. Ok. Donc, une fois de plus, on se rend compte que pour lutter contre les maladies, les premières personnes concernées, ce ne sont pas les pouvoirs politiques forcément, mais c'est la population. Donc, très chère population africaine, vous qui regardez cette émission, sachez que la responsabilité aussi est la nôtre, est la vôtre. C'est une affaire de santé publique. Nous vous rappelons à vous qui regardez cette émission que vous pouvez chaque fois nous envoyer vos questions. Le docteur sera là pour répondre à l'édition suivante. Donc, envoyez vos questions à la rédaction de Vision Channel Africa. Et notre médecin, en fonction de qui nous recevrons aussi, en fonction de votre question, nous allons chercher des spécialistes qui vous donneront des réponses. Et Dr Gianluca Russo nous assure qu'en cas de maladie infectieuse, bien entendu, il aura son mot à dire. Merci docteur pour la disponibilité et merci encore pour cette fois que vous nous accueillez encore chez vous. Merci. Mesdames et messieurs, restez câblés connectés sur Vision Channel Africa. Au revoir.